Il est 22 heures sur Télé Djibouti. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une importante délégation venue d'Éthiopie. Dans l'actualité également, cérémonie de clôture du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne organisée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail. Et la faim a gravement progressé dans le monde en 2021 selon les ONG. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jeudi au Palais de la République un émissaire du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, porteur d'un message écrit dont le contenu général a été révélé aux médias. L'émissaire du Premier ministre éthiopien n'est autre que le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, qui était accompagné d'une délégation de haut niveau de son pays. Mon déplacement à Djibouti et le message remis au président Guelleh ont trait tous deux à la détermination politique de l'Éthiopie à mettre fin aux dissensions enregistrées ces derniers temps entre les commerçants des deux pays, notamment en matière de fixation du prix d'acquisition des fruits et des légumes et bien sûr du CAT, a indiqué Ahmed Shide à l'issue de son audience avec le président de la République. Nos deux pays en partagent une complémentarité économique exemplaire que nous ne pouvons tolérer la moindre dégradation de confiance, a affirmé dans le même élan le ministre éthiopien des Finances. Et dans cette intervention, le ministre des Finances éthiopien fit état également de la convergence de vues trouvée conjointement par les autorités des deux pays pour pallier aux dissensions tarifaires enregistrées ces derniers temps et préciser de ce fait que les commerçants des deux parties reviendront dès aujourd'hui au prix initialement en vigueur dans les tractations économiques. Un signe marque de la confiance élevée entre les dirigeants politiques djiboutiens et éthiopiens. Il a été décidé ainsi que tout changement de tarif dans les tractations économiques et commerciales devrait être établi au préalable par une commission mixte paritaire des deux pays, s'est réjoui Ahmed Shide. Écoutons pour plus de précisions concernant cette rencontre le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Issou. Forte délégation éthiopienne donc conduite par le ministre Ahmed Shide est venue à Djibouti avec un message fort, comme il l'a expliqué. Et les histoires de légumes, de fruits, des prix qui avaient été augmentés ont été donc abandonnés. C'est une très bonne chose, je crois que ça rentre dans un esprit de fraternité, de partenariat qui existe entre l'Éthiopie et Djibouti. Et nous avons des mécanismes de résolution de ce genre de problèmes. Et ces mécanismes sont la commission mixte, les comités techniques qui vont siéger très prochainement, comme il l'a signalé, dans un délai de 2 mois. Il faut savoir aussi que de l'autre côté, il y avait des décisions qui avaient été prises au niveau de l'autorité d'IPOR pour augmenter les frais maritimes. Il y a un effort d'explication à faire et puis cette décision aussi a été donc reportée. Et nous sommes persuadés que l'Éthiopie et Djibouti entretiennent des relations qui sont extrêmement étroites et tout ce qui peut perturber je dirais la tranquillité sociale, sécuritaire, le bon fonctionnement économique des deux pays, tout cela est souvent résolu au plus haut niveau. Je crois que le Premier ministre a dépêché cette forte délégation pour exprimer ce souci particulier de l'Éthiopie, de lever un certain nombre d'incompréhensions et de confusions. Du côté du président Guelleh aussi, il leur a expliqué que même si à cause de l'inflation mondiale, les décisions qui ont été prises sur l'augmentation des tarifs pour les frais maritimes, là aussi, Djibouti va les reporter et ne va pas les appliquer maintenant, afin de donner le temps aux opérateurs d'expliquer, de comprendre, etc. Et au niveau de la commission mixte au mois de septembre, on aura l'occasion de réfléchir sur ces questions. Il y a également la question d'une réflexion stratégique à mener sur la façon de surmonter tous ces problèmes techniques, commerciaux et autres, et surtout réfléchir au comment rapidement contenir ce genre de défis avant que cela ne prenne des proportions qui parfois sont difficiles à être supportées par nos populations. Donc nous aurons une forme de retraite également avant la réunion ministérielle en Éthiopie, une retraite pour réfléchir à toutes ces questions qui nous semblent extrêmement importantes. Donc bonne nouvelle pour la population djiboutienne, bonne nouvelle aussi pour la population éthiopienne. Tout est rentré dans l'ordre, tout revient donc comme ils étaient avant cette petite crise et on ne peut que se féliciter de cela.
La commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains a procédé aujourd'hui sous la présidence du député Kaltoum Farah Saïd à l'examen du projet de loi numéro 162 de la 8e législature portant organisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette réunion qui a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres de la commission, s'est déroulée en présence du docteur Hibo Moumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et des techniciens issus de ce département ministériel. Au terme des discussions riches et instructives, le projet fait l'objet d'un avis favorable pour sa transmission et adoption en séance publique avec amendement. Dans l'actualité également, une cérémonie de clôture officielle du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne s'est tenue aujourd'hui au Sheraton Hotel. Ce projet financé par le gouvernement américain à travers l'USAID a duré 5 années, de 2017 à 2022, et avait pour objectif principal d'améliorer les compétences techniques et comportementales des jeunes djiboutiens en vue de leur permettre une meilleure insertion professionnelle sur le marché du travail. Haute en représentation des officiels djiboutiens et américains, cette cérémonie a vu la participation officielle du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa, de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, du représentant de l'USAID, Lloyd Jackson, et du chef du projet du PED, René Diamen, des hauts responsables des partenaires institutionnels du PED, également de l'ANIFIP, de la Chambre de commerce, de la direction générale, donc, ont pris part à cette cérémonie. Une journée qui a été l'occasion pour les nombreux officiels qui se sont succédés à la tribune de prononcer une allocution et de partager avec les participants les résultats atteints à travers les activités multisectorielles du projet PED. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti a soulevé que le PED a eu des résultats probants dans 11 000 jeunes qui ont été inscrits aux activités de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Conscient des enjeux de l'employabilité, de la main-d'œuvre pour les entreprises djiboutiennes, nous nous sommes engagés dès le début avec l'USAID en contribuant en 2016 à l'étude de faisabilité du projet Workforce Development. Sur cette base, ensuite, la Chambre de commerce a été un des partenaires du projet avec le ministère du Travail et le MENFOB. Notre institution ne pouvait que s'engager sur un projet dont les principaux objectifs étant d'avoir un impact sur la réduction du chômage à Djibouti par la professionnalisation des demandeurs d'emploi en fonction des besoins des marchés. Et de son côté, le diplomate américain a annoncé aux officiels et aux participants de la cérémonie que le gouvernement américain va poursuivre son appui pour soutenir le gouvernement djiboutien dans la lutte contre le chômage des jeunes avec un nouveau projet de 4 ans d'un budget de 16 millions de dollars américains qui sera lancé à la fin de cette année. On l'écoute. C'est pour moi un immense honneur d'être ici parmi vous afin de participer à la cérémonie de clôture du projet d'employabilité et de la main-d'œuvre djiboutienne. Ce projet, financé par le gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, soit le USAID, avait débuté en décembre 2016 et arrivé à son terme à la fin de ce mois-ci. Mais ce n'est pas la fin, ça continue. Durant les 5 dernières années, le projet a travaillé main dans la main avec les 3 partenaires institutionnels, le MENFOB, le ministère du Travail et la Chambre de commerce, afin de trouver des solutions communes à la problématique du chômage. Nous avons aujourd'hui des grands succès et réussites à célébrer. Le projet a financé le placement en stage des 510 jeunes répatriés en 8 cohortes dans de nombreuses entreprises du secteur privé.
Des enquêtes menées sur les 2 premières cohortes montrent que 30% ont pu obtenir un travail dans des entreprises ou des organisations telles comme Kubesh, le PAM, Kempinski, ici au Sheraton, Salam Bank, Transport Maritime International, East Africa Bank, Myriatech et dans d'autres entreprises. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique reste engagé aux côtés du gouvernement djiboutien dans la lutte contre le chômage des jeunes. Nous allons poursuivre le travail et les réalisations de ce projet avec un nouveau projet d'un budget total de 16 millions de dollars sur une durée de 4 ans qui sera lancé à la fin de cette année. Et le ministre du Travail, quant à lui, n'a pas manqué de souligner l'apport substantiel du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne pour l'amélioration des services et l'appui à l'ANEFIP en matière d'équipement, mais surtout pour la prise en charge de stages d'insertion professionnelle pour plus de 500 jeunes. On l'écoute. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre part à cette cérémonie de clôture du projet de développement de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Ce projet PID, composante importante de l'accord d'assistance bilatérale pour la croissance économique que vous avez conclu entre la République de Djibouti et les États-Unis, pour un montant de 25 millions de dollars. Comme nous le savons, le Covid avait impacté ces projets, mais avec la ténacité et la persévérance de M. le représentant de l'ICID et l'équipe de l'IDC, nous avons pu reprendre ce travail et nous sommes aujourd'hui en phase de finaliser un de ces projets phares. Dans le cadre de ce programme, 510 jeunes, dont 53 pour les régions de l'intérieur, ont été mis en stage rémunéré en entreprise. L'évaluation des 2 premières cohortes fait apparaître un taux d'insertion de 33,3 de stagiaires. Je remercie ici les entreprises qui ont recruté et je les encourage davantage pour que le reste soit également pris en compte à travers vous, Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Je pense que vous allez nous aider afin que ces jeunes qui sont formés par l'USAID puissent trouver de l'emploi. Quant à moi, ministre du Travail, je suis tout à fait ici disponible pour l'ensemble des entreprises djiboutiennes et privées qui sont à Djibouti, de les accompagner par des mesures qui puissent les inciter afin de garder ces jeunes de manière définitive. Le projet a également permis l'installation d'une plateforme numérique à l'ANEFIP afin de faciliter aux jeunes djiboutiens à trouver du travail. Sur ce, je demande encore une fois à Monsieur le Président de la Chambre de commerce afin que les entreprises puissent également prendre leur potentiel. Nous avons des talents, nous avons des jeunes diplômés qui sont aujourd'hui inscrits dans ce site et qui attendent de vous à ce que vous les appelez. Enfin, pour terminer, j'adresse mes sincères remerciements à tous les partenaires qui ont œuvré et contribué à la réussite de ce projet. Je vous remercie de votre attention. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé que grâce au projet PED, les curricula de formation ont été améliorés et adaptés aux besoins du secteur privé. De nouveaux équipements et plateaux techniques ont été mis dans les établissements techniques et professionnels. Je me réjouis de voir que le projet de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne s'est inscrit dans la complémentarité de la politique nationale de la formation professionnelle en s'alignant sur la finalité et les objectifs stratégiques définis dans le document de politique du sous-secteur en matière d'accroissement de l'offre de formation, d'amélioration de la pertinence et de la qualité des formations, mais également du développement d'un dispositif de pilote partenarial du sous-secteur. Ainsi, le projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne a pleinement contribué à la réalisation de nombreuses actions majeures préconisées dans le plan d'action à moyen terme de la politique nationale de la formation professionnelle dans différents secteurs d'activité prioritaires, à savoir la mise en place
ou la mise en œuvre d'une série de formations complémentaires. Autres que la formation technique et professionnelle, ces formations complémentaires ont permis aux jeunes de bénéficier des stages d'insertion. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec l'appui de nos partenaires, nous sommes en capacité de mettre à disposition sur le marché du travail une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Maintenant, par rapport à la politique nationale enseignante que nous avons adoptée à l'Assemblée nationale, le bassin est élargi. Il ne s'agit plus uniquement de disponibiliser une main-d'œuvre, une formation pour des jeunes scolarisés, mais c'est que tout Djiboutien a droit à la formation professionnelle. Avec cette politique, nous avons cette possibilité de dire oui, tout Djiboutien a droit à la formation professionnelle, qu'il soit scolarisé, déscolarisé, qu'il soit bien sûr à la recherche d'emploi, qu'il soit en emploi. Nous sommes dans cette obligation de lui fournir la formation adaptée qu'il lui faut. Dans l'actualité également, une cérémonie de graduation s'est tenue hier au Sheraton Hotel à l'occasion de la remise des certificats aux lauréats bénéficiaires de cette formation d'importance sanitaire placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé. L'événement a aussi réuni la représentante de l'OMS à Djibouti, le directeur des programmes de la FENET et du professeur Sawadogo, du directeur général de l'UNSPD et des représentants de l'IGAD ainsi que de nombreux hauts cadres de plusieurs départements ministériels. À noter aussi la participation des responsables sanitaires. Et après la graduation de 22 participants le 9 février dernier, apprenants issus du ministère de la Santé et de corps constitués de Djibouti ont été recrutés pour constituer la deuxième cohorte de JIP FETP. L'atelier 3 s'est déroulé les 4 et 5 juillet dernier au Sheraton Hotel, au cours duquel chacun des 20 résidents a présenté ses livrables. Chaque résident a aussi présenté une investigation de cas ou d'une épidémie flambant qu'il a réalisé ou auquel il a participé. Les résidents ont été impliqués dans des investigations en plus de la réalisation de la synthèse hebdomadaire des données de surveillance, l'audit de la qualité des données, l'analyse des causes profondes, les actions de lutte contre la Covid-19 et les maladies évitables par la vaccination. Un fruit de collaboration entre le ministère des Santé publique de Djibouti, les gouvernements des États-Unis d'Amérique, à travers les CDC et les réseaux africains d'épidémiologie des terrains. Cette formation est basée sur l'apprentissage en lieu de travail. Partout où nous avons mis en place ces programmes en Afrique subsaharienne, il a contribué à améliorer la qualité des données de surveillance, la qualité des bulletins épidémiologiques et renforcer la capacité des équipes de santé nationales à répondre aux épidémies et autres problèmes majeurs de santé. Et écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'UNSPD qui a indiqué que ces formations en épidémiologie de terrain ont permis au ministère de la Santé d'améliorer considérablement la surveillance sanitaire. Parmi le gradier de la première cohorte et certains entomologistes, on a pu présenter avec l'aide de certains collègues présenter 5 personnes, 5 Djiboutiens à une formation master en entomologie. Les dossiers de 5 personnes ont été envoyés, acceptés par le pays frère, le Burkina Faso, qui vont partir incessamment après les fêtes des Tabaski, donc après la fête de l'Aïd el-Kabir, répartir, faire une formation en entomologie avec l'aval du ministre de la Santé la semaine dernière et financé totalement par l'Institut de santé publique. Ils vont faire une formation de base en entomologie pendant 2 ans. Et ce sera l'occasion pour nous d'avoir, puisqu'au niveau de l'Institut, on a pu former des médecins et également des biologistes depuis leur master jusqu'au doctorat. Cette fois-ci, on veut essayer de diversifier dans le domaine de l'entomologie. Et le dernier point qui est capital, c'est le Public Health Emergency Management. Nous avons pu envoyer ce dossier avec l'aide surtout de nos collègues d'AFNET, et spécialement Prosper et mon collègue et ami Dr Siego, qui d'arrache-pied, étant lui-même diplômé de cette faculté de CDC d'attentat, a pu parler au nom de Djibouti. Et c'est la première fois que Djibouti n'était pas dans le programme. Vraiment, c'est une importance capitale. Djibouti n'était pas dans le programme. On a pu envoyer le dossier
de 7 personnes, 2 personnes ont été retenues. Pour chaque pays, déjà, il y a 15 postes pour le pays, par cohorte. Et parmi les 15 postes, on a pu avoir 2 postes. On n'était pas dans le programme, on a pu avoir 2 postes. Et les 2 personnes vont être un médecin et un épidémiologiste vont être formés à partir de novembre, jusqu'à novembre. Donc à partir d'août, 29 août, ils vont être formés de façon senior, health expert, public health, emergency management. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que le ministère a voulu renforcer les capacités de son personnel technique et administratif pour mieux faire face aux différentes épidémies. Nous savons que le monde est unique et donc nous pouvons faire un jour ou l'autre une épidémie qui apparaisse, faire face un jour ou l'autre, une épidémie qui apparaisse en Asie, en Amérique, venir à Djibouti. Nous avons donc pour cela le soutien des organismes internationaux, l'OMS en tête. Au niveau régional et sous-régional, nous avons l'IGAD. Nous avons également nos partenaires de CDC, avec lesquels nous avons monté le laboratoire de diagnostic et de suivi de virus de Covid-19. Je voudrais vous dire ici que maintenant que vous êtes mobilisés, je pense que nous aurons une meilleure arme pour d'abord détecter l'apparition des épidémies et après également riposter ensemble pour qu'on ait le moins possible de conséquences sur la santé de notre pays. Quand on parle de la santé, on parle aussi des répercussions socio-économiques. Nous avons constaté cela avec la pandémie de la Covid-19. Je voudrais donc, au nom du ministère de la Santé, au nom du gouvernement de Djibouti, remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour clôturer cette formation qui a duré 3 jours, mais je sais que sur le terrain, vous avez été plusieurs mois. La salle de conférence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a abrité ce matin un atelier de coordination nationale de réponse aux violences basées sur le genre. La coordination est un élément central de la réponse à la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Il est requis par les normes internationales visant à garantir que la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles soit globale, multidisciplinaire, coordonnée, systématique et durable. C'est un processus régi par des lois et des politiques. Cela implique un effort de collaboration d'équipes multidisciplinaires, de personnel et d'institutions de tous les secteurs concernés pour mettre en œuvre les lois, les politiques, les protocoles et accords ainsi que la communication et la collaboration afin de prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et des filles. Le but de cet atelier était de renforcer la réponse des services et des mécanismes de coordination relatifs à la violence basée sur le genre et aux mutilations génitales féminines au niveau national. Écoutons à présent l'intervention des responsables de l'UNFD concernant cet atelier. Une plateforme qui permet de pouvoir échanger sur la question des violences basées sur le genre, de pouvoir identifier des besoins, de pouvoir discuter des cas, de pouvoir discuter de la situation à Djibouti, de la situation au niveau de la prévention, mais surtout au niveau de la réponse, vu que vous êtes les prestataires de services de violences basées sur le genre. Nous avons également des partenaires du système des Nations Unies qui sont également chargés de cette question. Donc sans plus tarder, d'abord j'aimerais remercier le FUNIAP qui a accompagné depuis très longtemps cette question de violence, de lutte contre les violences basées sur le genre, d'abord avec la mise en place de la cellule d'écoute en 2007 et depuis qui ne cesse de vraiment d'appuyer avec un appui constant et indéfectible. Donc merci au FUNIAP donc à travers Amina. Aux nouvelles du pays, la mairie de la ville de Djibouti et l'université du Tennessee aux États-Unis ont procédé ce matin à la signature d'une convention de partenariat.
Cette signature a eu lieu dans le bureau du maire de la capitale, Saïd Daoud, et Dr. James, président de l'université de Tennessee aux États-Unis, et concernait la formation des cadres de la mairie pour assurer l'animation de la ville de Djibouti, l'animation des parcs, les établissements scolaires privés et la lutte contre la délinquance juvénile. Dans l'actualité, toujours sous l'égide du ministère de l'Agriculture, une campagne de traitement médical des cheptels des familles nomades de l'ensemble des zones de la Brousse et de la région est en cours à présent depuis le mois de mars dernier dans les régions du sud du pays. Cette campagne de livraison de traitements médico-animaliers est menée en étroite collaboration avec l'unité chargée des affaires civiles de l'armée américaine stationnée à Djibouti, notant aussi qu'elle survient à une période cruciale où une sécheresse récurrente sévit sur l'ensemble du territoire national et même dans la Corne de l'Afrique, une raréfaction du pâturage qui affaiblit fortement les bêtes, seules ressources de survie des populations nomades. Après les zones de brousse, et mardi dernier, ce fut au tour de la zone de brousse dénommée Ubelei, dans la région d'Ali Sabié, distante d'une dizaine de kilomètres du chef-lieu d'Ali Sabié-Ville, de recevoir les membres de cette équipe de vétérinaires autour du puits d'eau principal du secteur. Les équipes du vétérinaire issues de la branche chargée des affaires civiles des forces armées à Djibouti ont été conduites par le directeur régional du ministère de l'Agriculture. Les familles nomades de cette zone rurale ont rassemblé leur bétail, composé essentiellement de caprins, notamment chèvres et moutons, autour du puits d'eau principal. Et nous restons dans le sud du pays, dans le cadre de l'assistance aux sinistrés. Une importante délégation conduite par le préfet de la région de Dikil, Aïdan Darar, et le président du conseil régional, Mahad Hussein, s'est déplacé à Sankal pour superviser les opérations de distribution de vivres. La délégation a dans un premier temps visité le poste de santé où le médecin-chef de la région et son équipe étaient fortement mobilisés pour prodiguer des soins sanitaires, des soins nécessaires à la population locale ainsi que les familles déplacées à cause de la sécheresse. Ensuite, la délégation s'est rendue sur le lieu de la distribution des vivres où une centaine de ménages a bénéficié d'une première donation alimentaire dépêchée par les bienfaiteurs locaux. Nous nous trouvons ce matin à Sankal pour la distribution également des vivres à l'endroit des familles touchées par la sécheresse. Et surtout des déplacés de la sécheresse également. Les carcasses des animaux sont un peu partout, beaucoup de morts surtout de bétail. Il n'y a pas de maladie. Nous avons fait beaucoup de diagnostics avec le ministère de l'Agriculture. Nous avons fait également des diagnostics avec le ministère de la Santé. Donc, il n'y a pas de maladie quelconque, mais c'est juste des morts dues à la faim. Parce que devaient se nourrir, les gens de la brousse qui devaient se nourrir également de ces bêtes sont touchés dans ce sens-là maintenant. Donc ces vivres également que nous avons distribués depuis hier, depuis aujourd'hui à Galangalit, à Sadli, à Bakere, à Tamiro, également à Garsalet Daba et ce matin à Sankal, fait suite également à cette alerte que connaît la région. Donc nous reconnaissons ceci, la région est très grande et très vaste, elle est touchée dans toute sa globalité. Nous espérons que par le biais du MAS qui est déjà avec nous, qui est déjà là, qui a déjà répondu et qui a déjà apporté les premières réponses, donc nous espérons que ces réponses également se multiplient et que le ministère des Affaires sociales puisse étendre également ces réponses à toute la région. Donc nous avons également lancé un appel aux commerçants de la ville et aux nantis de la région qui ont consenti également et qui ont pu mobiliser les vivres que nous avons ce matin. Donc nous les remercions grandement, nous leur disons Allah ibarak fikum.
Depuis le début du Khamsin, la température augmente sans cesse à Djibouti, mais également dans la région. Selon les responsables de l'agence de la météo de Djibouti, le directeur général de l'agence, Mohamed Ismail, et l'ingénieur météo Ali Mohamed Haider, cette situation est engendrée par une situation climatique extrême qui touche l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique, dont Djibouti, bien évidemment. Ce phénomène de changement climatique, avec une chaleur intense et une sécheresse de plus en plus rude, touche l'ensemble des pays du monde et la température dépasse parfois les 50 degrés dans certains pays. Dans leurs prévisions, les responsables annoncent toutefois des précipitations, surtout le jour de la Eid al-Adha prévu pour samedi prochain, Inch'Allah. Face à la situation climatique extrême, des mesures de prévention s'imposent envers la population, surtout lors des circulations sur les routes ou lors des sorties en mer. Et à partir de 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2022, la normale, elle est en dessous de 70%. Ça veut dire que c'est une sécheresse très grave. Mais on demande au bon Dieu, Inch'Allah, qu'on aura une bonne pluie le jour de la fête, ça veut dire le samedi. Ce soir aussi, il y aura des nuages qui vont circuler dans le pays, mais il y aura des petites averses intermittentes, mais nous attendons une bonne pluie, Inch'Allah, à partir du jour de l'Aïd. Et puis, le karma et le Karan vont commencer, Inch'Allah, et les gens vont avoir beaucoup de pluie, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai dit Eid Moubarak au président de la République et à son épouse et tous Djiboutiens et Djiboutiennes, Eid Moubarak. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, face à la recrudescence des plaintes pour vol de téléphones portables dans la commune de Balbala, les officiers de police judiciaire du commissariat de Hodan ont mené des investigations pour arrêter les auteurs de ces faits. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le vol des téléphones, les éléments du commissariat de Hodan ont ainsi interpellé des voleurs qui se sont spécialisés dans les techniques de cambriolage et des vols à l'arraché. Et lors de cette opération, les policiers ont saisi une 50aine de téléphones portables. Ils ont également pu arrêter l'un des plus grands voleurs de téléphones de cette commune et ses complices. Et pour plus de précisions, écoutons les propos du sous-lieutenant Abdelrahman Mahmoud Hassan. Dans le cadre de la lutte contre le vol de téléphones portables, les éléments du commissariat de Hodan ont procédé à l'interpellation du plus grand voleur de la commune de Belbela. Cette opération de grande envergure a conduit, suite aux aveux du mis en cause, à la saisie d'une 50aine de téléphones portables de différentes marques qui ont été récupérés auprès des receleurs. Quant aux moyens du vol, l'auteur de fait affirme qu'il opérait par pickpocket et extorsion. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. La faim a gravement progressé dans le monde en 2021. Alerte des ONG. Nous devons tirer le signal. L'objectif d'éliminer la faim en 2030 s'éloigne dangereusement. En prévenu hier à l'ONU 5 agences internationales œuvrant pour la sécurité alimentaire qui dressent un sombre tableau de 2021 avant même le début de la guerre en Ukraine. C'est 46 millions de plus qu'en 2020 et 150 millions de plus qu'en 2019. 2 années marquées par l'épidémie de Covid-19 qui a durablement affaibli les systèmes alimentaires. Le monde s'éloigne de son objectif d'éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030, prévient la FAO en référence à l'objectif de développement durable de l'ONU, faim zéro. Plus largement, 2,3 milliards de personnes ont souffert d'insécurité alimentaire grave ou modérée à un moment de l'année 2021, ce qui signifie qu'elles n'ont pas eu accès à une alimentation adéquate ou ont eu des difficultés à se nourrir pendant certaines périodes. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.